Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV du lundi au vendredi et le lundi en début de semaine en supplément à la mi-journée pour évoquer justement les perspectives des prochains jours, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition de la mi-journée en début de semaine, une semaine qui sera écourtée avec un week-end de Pâques qui commencera dès ce vendredi pour la plupart des grandes places financières majeures. Semaine écourtée, néanmoins, la journée de vendredi sera une journée importante puisque les États-Unis publieront ce jour-là l'indice Core PCE pour le mois de février. C'est un indice important qui mesure l'évolution des prix liés aux dépenses de consommation des Américains. C'est l'indicateur d'inflation traditionnellement privilégié par la Réserve fédérale américaine. Il y aura donc cette statistique quand même à suivre vendredi pour les investisseurs. Entre-temps, les marchés auront pris connaissance des premières estimations d'inflation pour le mois de mars pour différents pays de la zone euro, à commencer par l'Espagne, l'Italie ou encore la France, dans une ambiance qui reste constructive pour les indices boursiers, puisque la semaine passée a été une semaine favorable, très favorable même pour les actions mondiales dans leur ensemble et les actions américaines qui ont bouclé leur meilleure semaine de l'année 2024 avec des gains hebdomadaires d'environ 2%. Comme chaque lundi à la mi-journée, nous avons rendez-vous avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, pour suivre avec lui les derniers faits marquants de l'actualité business et politique américaine. Côté business, on peut noter la nouvelle chaude du jour qui vient de tomber il y a quelques instants. Le départ annoncé du patron de Boeing après une série de problèmes industriels lourds et profond. David Calhoun partira dans les prochains mois et quittera donc la direction de Boeing. D'autres managers suivront sans doute également le même mouvement et on attend une grande refonte de la gouvernance et du management de Boeing. Et puis dans les affaires américaines, on notera que Donald Trump va sans doute pouvoir renflouer un peu ses caisses de campagne avec la mise en bourse annoncée de son réseau social Truth Social dans les prochains mois après que l'opération a été votée vendredi dernier, une opération qui se fera d'ailleurs à travers un SPAC, un de ces véhicules d'acquisition qui avait été monté il y a encore quelques années avec une vague de SPAC qui avait défrayé Wall Street au cours des années 2020-2021. Nous en parlerons bien sûr avec Pierre-Yves Dugas et puis nous reviendrons également dans une seconde maintenant sur le printemps des banques centrales après le déluge de communication et de décisions de politique monétaire rendues la semaine dernière. Comment est-ce que les banques centrales appréhendent les prochains mouvements, à savoir la baisse des taux et le réglage de leur position de politique monétaire et quels seront les impacts évidemment pour les marchés financiers. Nous en parlons dans une seconde avec les équipes de Pictet Wealth Management. Le printemps des banques centrales, effectivement, c'est le sujet en ce début de semaine après une séquence banque centrale qui aura été particulièrement rythmée au cours des derniers jours. Alexandre Tavazzi est avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable CIO Office et recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le dis de manière un peu ironique, mais réelle. Le printemps des banques centrales a débuté en Suisse la semaine dernière avec une baisse de taux surprise, entre guillemets, délivrée par la Banque nationale suisse. Je veux bien qu'on dise un mot spécifique de la Suisse et pourquoi la Banque nationale suisse a eu les marges de manœuvre pour accommoder ou régler différemment sa position de politique monétaire. Et est-ce que plus généralement, la baisse décrétée en Suisse la semaine dernière préfigure quelque chose qui serait un mouvement presque synchronisé de la part des banques centrales majeures dans les prochains mois? L'élément suisse principal, c'était la force de la monnaie, puisqu'en réalité, le franc suisse était extrêmement fort et que sa force avait été un sujet de discussion à Davos. Thomas Jordan avait déjà mentionné la force du franc suisse comme étant un important paramètre économique, puisque finalement, les entreprises suisses, qui sont des entreprises fortement orientées vers l'exportation, n'arrivaient plus à fonctionner dans ces conditions-là. Étant donné que l'inflation dans la zone euro était plus importante en 2023 qu'en Suisse, les entreprises suisses avaient pu compenser une partie de la force de la monnaie en augmentant leurs tarifs à l'exportation. Avec la convergence maintenant des paramètres d'inflation, cette
cette option n'était plus valable, ce qui commençait à poser un problème de croissance du tissu économique suisse. Et puis de l'autre côté, l'inflation n'est plus tellement un sujet de discussion en Suisse. Nous sommes avec une inflation largement inférieure à 1,5%, ce qui permettait à la Banque nationale suisse de, premièrement, crier victoire sur l'inflation. L'inflation est enfin sous contrôle, mais également et surtout de s'occuper des paramètres de croissance dans un environnement où la force de franc suisse commençait à poser problème à certaines entreprises à l'exportation. Est-ce que cette décision pave la voie à d'autres décisions de banque centrale ? On pense bien sûr côté européen à la Banque centrale européenne, et au regard des communications qui ont été délivrées la semaine dernière, que ce soit par la Banque d'Angleterre, la Fed, ou précédemment par la Banque centrale européenne, Alexandre, est-ce qu'il y a quand même l'idée d'un mouvement synchrone qui se dégage au moins sur une première baisse de taux à horizon du mois de juin ? Oui, très clairement. Du côté de la Réserve fédérale, ce qui nous a été annoncé la semaine passée est clairement en train d'ouvrir la porte pour une première baisse de taux d'intérêt. On peut toujours discuter du mois, mais je crois que le fait de baisse ou non baisse est maintenant derrière nous. Il y aura baisse de taux d'intérêt. Nous avons calé de notre côté la première baisse aux environs du mois de juin. Et puis du côté européen également, on se rend compte maintenant qu'il y a plus ou moins, il y a passablement de discussions, ouvertes qui sont apparues dans la presse financière, avec également certaines personnes qui disaient que même à partir du mois d'avril, c'est là qu'il faudra intervenir, mais très probablement en juin également. Donc la Suisse, qui pour une fois était anticipatrice par rapport aux autres banquiers centraux, a ouvert effectivement le chemin vers une baisse des taux d'intérêt généralisée cette fois-ci du côté des banques centrales des pays développés. Est-ce que le marché comprend bien la signification de ce réglage des positions de politique monétaire, à commencer par le sens que la Fed veut donner à ces baisses de taux ? 3 sont encore signalées pour 2024 dans les dernières projections, une de moins pour 2025 par rapport aux projections précédentes. Est-ce que de ce point de vue-là, le sens que la Fed veut donner à ces baisses de taux, est-ce que le marché est sur la même logique d'une certaine manière, Alexandre ? Oui, presque complètement. En fait, ce qui était étonnant dans ce que la Fed a annoncé la semaine passée, c'était quand même une forte révision de ses paramètres de croissance, donc des prévisions de croissance elles-mêmes calculées par la Réserve fédérale, à 2,1% en 2024, et nonobstant ceci, quand même une baisse des taux d'intérêt, ce qui montre bien que pour la Réserve fédérale, et c'est le sentiment qu'elle a voulu donner au marché, les aspects d'avoir une meilleure croissance n'est pas antinomique avec les faits de vouloir faire une baisse des taux d'intérêt. Donc la Fed a clairement indiqué que quelles que soient les conditions de croissance, il y aura baisse de taux d'intérêt. Et par la suite, ce seront les paramètres d'inflation qui dicteront si nous aurons droit à 3 baisses de taux d'intérêt, 4 ou éventuellement 2, sachant que sur la fin de l'année, les prises de décision seront plus compliquées parce que nous serons proches des élections. Et donc il est important pour la Fed d'enclencher le mouvement avant la période des élections. Autrement, elle pourrait être vue comme cherchant à favoriser l'un ou l'autre des candidats si elle prenait sa première décision de l'année trop proche de la période électorale. Il faut considérer une Fed qui sera encore très attentive aux données, y compris une fois la première baisse de taux délivrée, Alexandre. Il n'y aura rien de mécanique ou d'automatique dans les baisses de taux qui pourraient suivre la première baisse de taux de la Fed ? Absolument, ça va être totalement clé. Vous l'avez mentionné, il y aura le PCE à la fin de cette semaine. On aura également les chiffres d'inflation du mois de mars qui vont être probablement plus importants que prévu, puisque le scénario, le sentiment du marché, c'est que peut-être janvier et février avaient été spécialement affectés par des éléments purement ponctuels sur janvier et février. Donc mars sera probablement le premier chiffre d'inflation qui va vraiment être important pour juger si effectivement janvier et février étaient particuliers ou si effectivement l'inflation est plus importante que prévu. Et par la suite, la dernière chose que voudrait la Fed, c'est de pouvoir commencer à baisser les taux d'intérêt de façon trop importante, avoir ensuite éventuellement, c'est une option, une économie qui redémarre avec l'inflation qui reprend, ce qui voudrait dire qu'elle serait à nouveau amenée à rehausser les taux d'intérêt par la suite. Donc il est probable que la première baisse des taux aura lieu au mois de juin, mais qu'ensuite effectivement ce seront les données qui vont dicter le rythme de baisse éventuelle pour avoir des futures baisses de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. En lien avec les politiques monétaires, Alexandre, le sujet de la devise chinoise, du yuan, redevient depuis quelques jours un sujet de vigilance pour les investisseurs après qu'on a vu le yuan franchir la barre de 7,20. Alors, dollar-yuan, 7,20, barre franchie en fin de semaine dernière. Comme c'est une monnaie pilotée, on a compris que la Banque centrale chinoise avait accordé, j'allais dire, cette marge de manœuvre pour laisser la devise se déprécier. Quel est le signal, quel est le message qu'il faut comprendre derrière ce petit mouvement du yuan observé en fin de semaine dernière ?
Il y a un double message. Le premier message, c'est vraiment les conditions qui prévalent à l'intérieur de l'économie chinoise. Pour l'instant, le secteur immobilier ne se reprend pas. La demande de crédit est toujours très faible. Les transactions immobilières sont faibles. Et rien ne permet, à la suite du dernier congrès du parti, d'anticiper peut-être des mesures de support plus importantes données par l'État. Donc, on a un problème de faiblesse de l'activité économique en Chine qui, dans certains cas, essaie plutôt d'exporter ces problèmes sur d'autres pays, notamment en exportant de l'acier à des prix extrêmement bas. Et puis, l'autre impact est un impact également du Japon, puisque finalement, malgré la décision de la Banque du Japon en début de semaine passée, on a vu que la monnaie continue à s'affaiblir, et donc le yen japonais est un élément de compétition important par rapport au yuan chinois, et pour l'instant, le yen japonais est particulièrement faible. Donc il y avait probablement un message à donner en disant, mais finalement, nous sommes contraints par une croissance économique faible, mais nous sommes contraints également par le fait que nos concurrents asiatiques ont une monnaie qui s'affaiblit plus rapidement que la nôtre, d'où la réaction sur le marché d'échange la semaine passée du yuan chinois. Sur la partie yen, on a eu une première intervention verbale du vice-ministre des Finances en charge des affaires étrangères et donc de la devise japonaise qui est pilotée par les autorités politiques. On se souvient qu'en octobre 2022, sur ces niveaux d'intervention, au-delà de 550, sur ces niveaux de marché, au-delà de 150, on avait eu des interventions effectives sur les marchés de la part des autorités japonaises. Quand vous regardez les marchés globaux et notamment les marchés d'actifs risqués, Alexandre, je le disais en introduction, on a vu que les indices d'actions mondiales avaient progressé de l'ordre de 2% sur l'ensemble de la semaine passée, ce qui en fait la meilleure semaine de l'année 2024. Les records boursiers s'enchaînent. Si les marchés sont dans un schéma, comme le décrit la Fed, d'une croissance nominale plus élevée pour plus longtemps, est-ce qu'on est dans quelque chose, effectivement, de constructif, de favorable, qui peut permettre, d'ailleurs, peut-être aux valorisations des marchés d'être encore un peu plus élevées que ce qu'elles sont aujourd'hui ? Oui, c'est un point essentiel parce qu'en fait, les valorisations élevées, si l'on prend le marché américain, est très fortement dépendant de quelques valeurs, on le sait, les fameuses magnifiques 7, qui d'ailleurs sont probablement plus que 4 que 7 aujourd'hui, mais c'est vraiment là que se situe la concentration. Si l'on suit le raisonnement que la Fed a mentionné, c'est-à-dire une croissance nominale plus élevée, mais en même temps des taux d'intérêt qui sont plus bas, le scénario possible qui peut se dessiner, c'est un scénario d'élargissement de la hausse du marché, puisque finalement, les petites capitalisations, les petites et moyennes entreprises à la bourse de New York n'ont pas vraiment participé à la forte hausse des marchés. Et peut-être que plutôt qu'avoir un marché qui continue à se concentrer sur quelques valeurs bien définies, on pourrait avoir un élargissement avec finalement de plus en plus d'entreprises qui bénéficient de la croissance économique, mais également et surtout d'un coût de financement plus bas, sachant que le segment des petites et moyennes capitalisations est beaucoup plus sensible à l'évolution des taux d'intérêt, parce que ce sont des entreprises qui traditionnellement sont plus endettées. Donc peut-être que la situation, le scénario qui se développe, c'est peut-être un scénario, encore une fois, d'élargissement, de plus grand choix pour les investisseurs en termes de choix d'actifs à aller chercher dans ces marchés, plutôt que de rester sur un segment extrêmement concentré de la cote. Ça veut dire quelque chose de plus soutenable, de plus durable, de plus confortable également pour des gestions diversifiées, pour la gestion des risques également dans les portefeuilles, Alexandre ? Très probablement. Ça veut dire également un plus grand choix en termes de gestion active des portefeuilles, puisque finalement toutes les entreprises ne sont pas les mêmes. Si l'on continuait à avoir ce marché très très concentré, en gros, pour faire simple, il suffisait d'acheter ces 7 sociétés et on s'en sortait bien. Et dans un environnement où les choses sont en train de s'égaliser, ça veut dire qu'on va pouvoir à nouveau rechercher dans chacun des secteurs quelles sont les entreprises qui sont vraiment celles qui ont des objectifs de croissance élevés dans cet environnement-là et qui ne dépendent pas trop de taux d'intérêt pour se refinancer à nouveau. Donc ça veut dire élargissement, choix peut-être où l'on peut aller regarder à l'intérieur du marché en étant plus sélectif et plus discriminant en termes de choix de société que l'on veut avoir dans son portefeuille. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce contexte de ce qu'on observe sur les marchés de taux et de crédit, Alexandre ? Est-ce que là aussi, l'idée d'une croissance nominale plus importante porte ces actifs et ces actifs risqués pour la partie crédit ? Est-ce qu'il y a des sujets d'offres, de supply qui commencent peut-être aussi à se matérialiser dans ces marchés aujourd'hui ? Alors, pour être tout à fait clair, les marchés du crédit aujourd'hui, si je regarde l'écart de rendement que l'on obtient aujourd'hui pour prendre un risque crédit par rapport à un risque d'obligation souveraine, ce risque est très très faible aujourd'hui. Pardon, cette rémunération est relativement faible aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on arrive plutôt à la fin d'une compression de ces spreads. Et donc c'est important aujourd'hui de regarder quelles sont les entreprises que l'on veut avoir, quelles sont les entreprises qui n'ont pas de problème de refinancement.
Le côté positif de ce que l'on a vu déjà depuis le début de l'année, ça a été vraiment une ouverture complète des marchés de refinancement avec beaucoup d'entreprises qui ont pu profiter de cette fenêtre pour venir de façon active se refinancer. Dans un environnement où les marchés ont plutôt anticipé une baisse des taux souverains, ce qui veut dire, et ça c'est positif pour les entreprises, que l'écart entre le taux moyen du marché et le coupon qui est demandé à l'émission de ces obligations-là a baissé. Donc c'est un élément qui est positif. Mais effectivement, se pose la question de l'offre et de la demande aujourd'hui. On a beaucoup d'offres qui viennent sur le marché. Restera à savoir si du côté des acheteurs, on ne va pas exiger une légère prime maintenant, légèrement plus élevée, pour obtenir encore une fois, pour avoir l'intérêt d'acheter ces obligations. Pour l'instant, la situation de demande et d'offre est parfaitement équilibrée, il n'y a aucun problème, mais se posera la question peut-être plus sur un horizon temps 3 à 6 mois. Merci beaucoup Alexandre. Merci pour cet éclairage sur la situation des marchés en ce début de semaine, après la séquence Banque Centrale du mois de mars. Alexandre Tavadi était avec nous en visioconférence, responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management. Venons-en aux affaires américaines, comme chaque lundi à la mi-journée. C'est notre rendez-vous américain, notre quart d'heure américain, et nous retrouvons notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. Apple face à la justice, c'est l'une des actualités chaudes dans le monde du business américain et mondial aujourd'hui. Apple avec tout d'abord Bruxelles qui ouvre une enquête sur des positions d'Apple, mais également de Meta ou d'Alphabet Google liées à la nouvelle réglementation européenne, le Digital Market Act. Mais avant cela, c'est la justice américaine qui ouvre une procédure et des actions antitrust contre Apple. Pierre-Yves, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette affaire et est-ce que c'est un sujet lourd, profond pour l'écosystème Apple aujourd'hui ? Oui, ce sont des questions qui vont être compliquées à résoudre. Apple se défendra bec et ongles. Apple affirme que le département de la justice a tout faux. D'abord, n'a pas compris la réalité des faits de son système de tarification dans l'Apple Store, que le département de la justice n'a pas compris quelle était la réalité de la concurrence, et que donc à la fois sur les faits et sur les remèdes envisageables, le département de justice se trompe. Alors, ce qui est frappant dans cette affaire, d'abord, c'est que les États-Unis, le département de la justice, qui agit sur instruction de la Maison-Blanche, intervient finalement assez tardivement et est en train de mettre à exécution une des promesses de Joe Biden dans sa campagne il y a plus de 3 ans. Et c'est d'autant plus urgent de la part du département de la justice de lancer cette procédure maintenant que précisément les Européens sont toujours en avance des Américains dans la pression qu'ils exercent sur ce que l'on appelle le Big Tech et qui donne une fausse impression de ce qu'est la réalité des géants de la technologie américaine. Les Européens, là je parle des consommateurs et des électeurs européens, on cherche à leur expliquer qu'il y a un cartel de la technologie américain et que ces entreprises sont en train de mettre la main dans la poche des consommateurs européens et de leur voler de l'argent. La concurrence qui existe entre Apple et Google et Meta Platforms et Amazon et j'en oublie est considérable. Il n'y a pas de cartel de la technologie américaine, il y a des entreprises qui ont créé des modèles économiques et qui ont l'intention de se défendre bec et ongles pour éviter que ces modèles soient démantelés. Ce qui ne veut pas dire que la technologie américaine soit exempte de toute critique, bien au contraire. Mais vous vous souvenez qu'il a fallu plus de 3 ans, après 1998, pour que l'on obtienne une solution à la vente liée de fait que pratiquait Microsoft dans son navigateur Internet, voulant obliger les gens qui utilisaient Windows, qui était vraiment une situation de monopole, avec plus de 90% du marché, à se servir du navigateur Internet dont tout le monde a oublié le nom d'ailleurs depuis. Aujourd'hui, la situation est différente. D'abord, la situation dite de monopole d'Apple, elle n'est pas aussi fracassante que celle dont Microsoft jouissait en 1998. C'est sur le marché purement américain,
à peu près 60% du marché qui est Apple. Il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent tout à fait se passer de produits Apple en achetant des produits qui fonctionnent sur la plateforme de Google Android. Donc il y a une alternative à Apple, elle existe et sa part de marché est déjà considérable. Le modèle de vente des applications sur la plateforme Android est également beaucoup plus ouvert et ressemble en fait à ce que le département de justice voudrait qu'Apple mette en place sur l'Apple Store. Et puis Apple est une société qui aujourd'hui est moins invincible qu'elle ne le paraissait encore il y a un an ou deux. Le cours d'Apple a plongé de 11% depuis le début de l'année, alors que le Nasdaq a gagné 9%. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'Apple est probablement en retard dans le domaine de l'intelligence artificielle, et c'est ça le grand moteur de l'innovation et de la valorisation boursière depuis plus d'un an maintenant. Apple a abandonné complètement tous ses efforts pour sortir un véhicule électrique, un véhicule autonome. Et en termes de sortie de grands produits grand public, ce n'est pas son casque de réalité augmentée qui va vraiment séduire les foules au prix où il est vendu. On ajoute à cela le fait que ça se passe assez mal en Chine pour un nombre de sociétés américaines et que Apple est en situation concurrentielle très difficile face à la montée de produits chinois dans les smartphones qui sont extrêmement compétitifs, y compris pour les modèles les plus chers, les plus luxueux, compatibles avec la 5G. Contrairement à ce que l'on avait anticipé d'ailleurs du côté américain, les Chinois sont capables de faire de magnifiques smartphones de très très haute qualité pour concurrencer directement le haut de la gamme d'Apple. Apple ne va pas se laisser faire. Bon, Apple qui fait partie de ces 7 mercenaires ou de ces 7 magnifiques qui ont décroché avec Tesla. Alors Tesla doit être à moins 30 peut-être depuis le début de l'année, mais Apple est déjà sur un bon moins 10, moins 11, vous disiez, en termes de performance boursière. Depuis le 1er janvier, affaire à suivre, effectivement, mais en tout cas, Apple est cerné par de nombreux sujets, que ce soit sur le plan opérationnel, commercial et sur le plan judiciaire et réglementaire. Le rebond de Donald Trump en bourse... Pierre-Yves, ce sera sans doute l'événement de la semaine si le calendrier peut se confirmer, mais le réseau social que Donald Trump a fondé après sa sortie, je crois, de la Maison-Blanche, va pouvoir se retrouver en bourse cette semaine. Alors, mon petit quiz de la semaine, Grégoire, est-ce que vous vous souvenez ce que c'est que DJT? DJT. C'est l'acronyme d'une société ? DJT, c'était en 1995 le symbole sur le New York Stock Exchange de la holding de Donald Trump. DJT sont les initiales de Donald Trump et tout son empire de casinos, de resorts et d'hôtels, notamment ce qu'il avait à Atlantic City, a été coté en bourse sous ce symbole avant de faire faillite quelques années plus tard. Ce symbole DJT, je vais y arriver, est ressuscité aujourd'hui depuis le vote par le SPAC Digital World Acquisition vendredi de la fusion totale avec la filiale de Trump dans les réseaux sociaux et la technologie. Trump Media and Technology Group est absorbé. En fait, Truth Social va être coté. Vous vous souvenez de ce que c'est qu'un SPAC, vous en parliez tout à l'heure. On le rappelle peut-être rapidement pour ceux qui nous suivent. Special Purpose Acquisition Corp. C'est une coquille qui n'est pas vide puisqu'elle est capitalisée, mais qui est cotée en bourse et qui va racheter rapidement une jeune pousse, ce qui va de facto permettre à une société qui n'est pas encore mûre pour être cotée, d'être cotée tout de suite par le biais de cette entreprise-là. C'est une manière d'accélérer la monétisation de l'innovation. Et ça peut poser un problème. Pourquoi? Parce que maintenant que de facto sera coté sur le Nasdaq Truth Social, la holding de Donald Trump, il va être assis sur une plus-value, disons en tout cas sur un matelas qui va représenter 79 millions d'actions dans sa société, à peu près valorisées vendredi dernier à 3 milliards de dollars. Mais, en tant qu'actionnaire principal de ce SPAC, il ne peut pas vendre ses actions tout de suite, à moins, bien entendu, que le conseil d'administration, qui est constitué de copains à lui, décide de lever les dispositions dites de lock-up qui empêchent à l'actionnaire principal
de libérer toutes ses actions, en tout cas d'en libérer en partie pour gagner de l'argent. Il a besoin d'argent tout de suite, Donald Trump. Il a besoin de liquidité parce qu'il doit placer une caution de 484 millions de dollars aujourd'hui, parce que l'attorney de l'État de New York, Madame Laetitia James, procureur élu, procureur démocrate, estime que, comme il a perdu en première instance dans son procès sur la valorisation extraordinaire de son empire, il doit être sanctionné immédiatement sans attendre l'appel et qu'il doit donc poster cette caution de 484 millions de dollars. Or, il ne les a pas. Et il ne veut pas être acculé à vendre des buildings, à vendre des immeubles, à vendre des golfs, à vendre le fameux Trump Tower pour obtenir les liquidités nécessaires au versement de cette caution, d'où la possibilité de faire un coup par le biais du SPAC qui est désormais représentatif de son réseau social. Et le timing suffira, Pierre-Yves? C'est-à-dire que c'est entre la tournée qui demande aujourd'hui les 400 et quelques millions de dollars pour ses obligations et sa caution et le moment où le SPAC va pouvoir mettre en bourse ou créer la valeur pour Truth Social, il y a quelques heures, quelques jours d'écart qui peuvent jouer. Alors, ce qui peut rendre service à Donald Trump, c'est qu'il n'est pas question d'aller mettre des scellés sur le grand ascenseur en or qui descend du haut de la Trump Tower, en haut de la 5e avenue. La raison pour laquelle Donald Trump n'arrive pas, semble-t-il, à lever cette caution auprès des compagnies d'assurance qui sont dans ce business, c'est que ces dernières demandent du collatéral, elles demandent des gages. Et ces gages, c'est la valeur de bâtiments. Or, en ce moment, l'immobilier de bureaux aux États-Unis et à New York en particulier s'est effondré. Donc, il n'accepte pas ce type-là de collatéral. C'est ce que plaident avec les yeux mouillés de larmes les avocats de Donald Trump et qu'il faudra donc trouver une solution alternative. Maintenant, Laetitia James ne peut pas saisir le bâtiment de Trump à Wall Street, elle ne peut pas saisir tout de suite le Trump Tower sur la 5e avenue. En revanche, elle a déjà pris des dispositions pour mettre en branle toutes les procédures juridiques pour aller saisir le grand golf de Westchester County, qui est près de la maison familiale de Donald Trump. Donc, les prochaines heures vont être intéressantes. Bon, ben voilà, une semaine clé pour Donald Trump et sa fortune ou ses revers de fortune. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans ce quart d'heure américain. Si vous nous suivez en direct entre 13h30 et 14h, donc le lundi, et que vous retrouvez bien sûr en replay chaque semaine sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Voilà donc pour cette édition de la mi-journée du lundi. On se retrouve à 17h en direct pour la grande édition de Smart Bourse sur Bismart TV.